qu'est-ce qui fait donc cette dissymétrie fondamentale de la relation médecin-malade si ce n'est pas simplement le statut, si ce n'est pas simplement la fonction, si ce n'est pas cette aura autour de la guérison et de parer à la mort, eh bien voilà, on rentre dans le sujet de notre réunion, de notre rencontre. C'est là où vous pouvez sourire, rire, penser que les psychiatres sont vraiment jetés, ou vous accorder un petit temps dans la réflexion et dans l'émotion avant de vous précipiter à annuler dans un éclat de rire ce que je vais dire. Il semble que là, dans la relation médecin-malade se rejoue, se reduplique la relation entre les parents et les enfants. Il semble que les malades, les patients, pas tous à des degrés différents, vous allez voir que très rapidement, vous allez vous convaincre de ça, les patients sont dans un besoin régressif qui ressemble étrangement aux besoins de l'enfant vis-à-vis de sa mère en particulier, celle qui est la première musicienne du silence, comme disait Rainer Maria Rilke. Musicienne du silence, ça veut dire c'est celle qui, lorsque l'enfant advenait au monde et rencontrait le silence, c'est-à-dire le néant, le mettait en musique, c'est-à-dire accorder l'enfant rythmiquement, pulsionnellement, affectivement, sensuellement, érotiquement. Bref, cet enfant qui venait au monde rencontrait le monde avec la mère monde univers. C'est comme ça qu'il naissait au monde. Eh bien, si vous pouvez opérer une cataracte et faire que le sujet se réveille et qu'il n'est plus aveugle ou qu'il voit mieux, je vous assure que c'est une vraie renaissance. Si vous enlevez un cancer, si évidemment vous accouchez d'un bébé, etc., si vous guérissez un symptôme psychiatrique, c'est une vraie renaissance. Vous êtes une espèce de Dieu qui a permis une renaissance et on vous voue une gratitude considérable. Vous êtes comme la mère monde, la mère univers, c'est-à-dire celle qui vient secourir l'enfant lorsque celui-ci en a besoin. Et il y a quelque chose de magique dans l'accordage entre la mère et l'enfant, c'est que l'enfant, quand il naît au monde, bien sûr, il est immature, cérébralement, psychologiquement, affectivement, et quand il demande le sein pour se nourrir, lorsque ce besoin s'éprouve, eh ben, la mère, qui est dans ce qu'on appelle une folie maternelle, c'est-à-dire un don de soi, sait évidemment à quel moment lui donner au bon timing le sein. De ce fait, l'enfant a le sentiment que le sein qui lui arrive, c'est comme s'il l'avait créé lui-même, puisqu'il n'a pas véritablement conscience d'une différence avec sa mère encore. Donc il a la possibilité que quelqu'un est garant de sa sécurité, de sa santé, et qu'il lui donne un traitement au bon moment. Et ben c'est ce qu'on demande à un médecin. C'est qu'il soit joignable au téléphone, c'est qu'il donne des rendez-vous rapidement, c'est qu'il nous prenne alors qu'il est débordé, qu'il soit garant d'une continuité, d'une cohérence de nos soins. Alors, voilà pour ce qui est des mouvements que le patient sollicite en vous. Un patient qui va très mal, c'est évidemment un patient qui reste au lit, qui reste confiné dans la couette chaude, qui retrouve les besoins primitifs que pouvait avoir l'enfant qui ne voulait pas aller à l'école et qui simulait une fièvre, qui restait enfoui comme ça et qui appelait sa maman pour lui donner la soupe, pour lui donner la limonade, ce que vous voulez, quelque chose qui puisse le rassurer, le réconforter. On va demander la même chose pour vous. Bon, voilà les sollicitations primaires, en dehors des sollicitations secondaires que j'ai citées tout à l'heure. Mais cette relation, qu'on appelle transférentielle, voilà un mot important, le transfert qu'a un patient vis-à-vis de son médecin, et je ne parle pas du psychiatre, je parle de tous les médecins, le transfert, c'est attribuer à cet objet porte mentale, cet objet miroir, qui accepte d'accueillir cette projection, attribuer à cet objet des émois, des sollicitations, une nature relationnelle, affective, primitive, qui est en lien avec la relation qu'on avait avec nos géniteurs. Bon. Sur la scène, aujourd'hui et maintenant, entre le médecin et ce patient, se joue tout un tas de choses qui sont dans une réalité, bien sûr, mais qui sont aussi en grande partie, pour ce qui est des relations émotionnelles, affectives, en lien, en dépendance, en reduplication avec la manière qu'avait cet enfant d'être en relation avec sa mère. Ça veut dire une chose essentielle en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est que bon, l'enfance, c'est fondamental.
Il n'y a qu'une seule chose qui soit immortelle en nous, c'est l'enfance. Vous êtes trop jeune pour ça, vous allez vous apercevoir de ça à 40 ans, dans la crise de milieu de vie, lorsque vous allez revisiter votre adolescence. Là, vous êtes en pleine adolescence, âge adulte jeune, vous vivez les choses ici, maintenant, dans le présent. Vous verrez qu'à un certain âge, on est très rapidement dans la nostalgie de cet âge qui est le vôtre, plein de vigueur, plein d'émoi, plein de premières fois, c'est-à-dire des choses inouïes, inédites. Bon, et l'enfance, c'est ce qui est immortel, c'est ce dont on se souvient. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, mais pas l'enfance. Nous sommes tous d'un même pays qui est le pays de l'enfance, d'un arrière-pays qui est l'enfance. Vous verrez que vous allez arrêter d'avoir envie d'aller dans les paradis avec la mer bleue, le sable blanc, parce que vous allez vous apercevoir que ce paradis, la mer bleue, le sable blanc, c'est un reflet du paradis de l'enfance, quoi. Je ne vais pas vous faire d'interprétation, mais vous verrez que le sable blanc et la mer bleue, c'est quelque chose qui vous rappelle les premiers bains aquatiques que vous avez connus. Bon. Bref, si ces émois primitifs, cette première fois, cette relation au monde s'est bien passée, bon, vous allez pouvoir acquérir un certain nombre de choses dans le développement. Si ça s'est mal passé, il va y avoir des fixations. Et l'enfant qui va être près de sa mère, en imitation, qui va coller, qui ne va pas se séparer parce qu'il est trop angoissé par rapport à l'autre, qui déjà gambadait à quatre pattes, qui déjà courait, qui traversait la rue en faisant attention tandis que l'autre appelait sa mère. Vous allez voir que ça, ceux qui sont trop craintifs, ceux qui sont proches de leurs parents, ils vont garder ça plus tard. Et quand ils seront malades, ils vont retrouver ces angoisses de séparation. Ceux qui sont plus autonomes, plus performants pour tout un tas de raisons, personnelles, biologiques, génétiques, mais aussi d'environnement, ils vont être plus à l'aise dans les relations, moins dépendants. Mais ceux qui vont être très dépendants, ceux qui vont vous emmerder, les emmerdeurs, ce qu'on appelle les patates chaudes, c'est ceux qu'on se refile, ceux qui sont multi-opérés, qui ont 5, 6, 7 interventions et qui reviennent voir encore un chirurgien pour l'opérer pour la énième fois de la même chose, et le chirurgien qui ouvre et qui voit les adhérences de ses confrères, les malades psychiatriques que personne ne veut parce qu'ils sont dans un masochisme terrible, ils restent accrochés au médecin. La seule chose qu'ils font, c'est aggraver leurs symptômes pour éviter de se séparer du médecin, comme dans l'attachement amoureux, etc. Bon. Bref, ceux-là, ils ont eu une enfance qui a organisé un caractère, une psychopathologie, une personnalité, un certain nombre de comportements qui sont le terreau de ces comportements ultérieurs. Bon. Donc c'est dans l'enfance que se jouent les premières modalités intersubjectives, pour dire des choses un peu compliquées. Et que ces premières façons d'être en relation avec soi-même et avec les autres, vous allez les retrouver, bien sûr, un peu aménagées, ça s'améliore. Il n'y a rien qui est... Je n'ai pas dit que tout se jouait dans l'enfance, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance. Et beaucoup de choses qui se rejouent à l'adolescence. On est beaucoup plus déterminé qu'on ne le croit. Des choses se construisent assez vite. Bon. Donc, avec ces patients-là, qui sont dans ces mouvements-là, par rapport aux patients sympathiques, reconnaissants, pleins de gratitude, qui vous remercient, qui ne vous embêtent pas, et dont il faut vous méfier aussi, bien sûr, parce que c'est trop lisse, trop blanc, trop clair, ça peut se renverser aussi. Par rapport à ces patients-là, ça va. Par rapport à ceux qui vont s'accrocher à vous, qui sont dans ces répétitions traumatiques, vous allez réagir. Vous allez réagir professionnellement en les conduisant, en l'adressant à notre confrère, et puis vous allez réagir aussi affectivement. Alors j'imagine qu'on va vous apprendre tout un tas de choses pour être un bon médecin, mais en psychiatrie, on sait qu'il y a le verbal, ce que vous allez pouvoir dire, vous allez rester poli, j'espère en tout cas, mais qu'à côté du verbal, il y a l'infraverbal. On va voir dans votre agacement, dans votre gestuelle, dans votre posture, dans la façon que vous allez avoir de vous tenir, de faire jouer vos mains, qui vont dire avant votre parole un certain nombre de choses, que vous allez témoigner d'un rejet. C'est une chose tout à fait naturelle, qu'il faut peut-être contenir, mais aussi qu'il faut essayer de comprendre. Et en particulier, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'avec ce patient-là, dans ce contexte-là, vous n'êtes pas dans la maîtrise, dans la sécurité, dans la possibilité de contenir votre contre-transfert. Voilà. Et votre contre-transfert entraîne des contre-attitudes. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour le patient, c'est-à-dire qu'il est animé par un certain nombre de mouvements relationnels qui ont trait à la façon dont ça s'est joué pour lui dans l'enfance, eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour vous aussi. Vous aussi, vous êtes en prise avec un certain nombre
Bon, sans que ce soit déterminé absolument, mais un certain nombre de morphotypes, une certaine phénoménologie de la façon d'être au monde, et vous répondez parfois même, certains, à des stéréotypes. Bon, vous verrez les plaisanteries que nous avons entre spécialités. On dit que les psychiatres sont évidemment fous, totalement fous, parce qu'ils évoquent des choses qui ne sont pas apparentes à la conscience, et les gens peuvent penser que les psychiatres attribuent des propos, des fantasmes à leurs patients, alors que c'est leurs propres fantasmes qu'ils projettent très bien. On dit par exemple, j'espère que je ne vais pas conjurer un certain nombre de vocations, on dit que nos collègues chirurgiens orthopédistes sont probablement les gens les plus neutres, si ce n'est les plus inaffectifs, si ce n'est les plus bêtes de toutes les spécialités. Et croyez-moi, c'est très important d'être bête dans un certain nombre de spécialités. Si vous demandez à un psychiatre de réparer un genou, ça va être dramatique. Sa névrose va le faire penser à il faut faire ça, mais en même temps il faut faire attention à ça, il faut contrôler ça, et ça va être dramatique. Le chirurgien qui ne se pose pas de questions pour tout un tas de raisons, qui est bête au sens noble du terme, c'est un éloge de la bêtise, donc une intelligence de ne pas être affecté par, c'est celui qui va pouvoir stériliser, opérer dans de bonnes conditions. Bon, vous verrez ce qu'on dit sur les neurologues, sur les pédiatres, sur évidemment les anatomopathologiste. C'est quand même effarant de choisir ce type de spécialité. Oui. Et vous allez passer votre vie. Et c'est pas ce que vous avez vu à la télévision avec les Américains. C'est pas Maigret, c'est pas Sherlock Holmes, c'est autre chose la NAPAT. Hein. Vous avez intérêt à apprendre à parler aux morts parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de réponses. Hein. Il va falloir les inventer. Bon. Ceci dit, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes avec vos patients en NAPAT, contrairement à d'autres spécialités. Donc, le choix de votre vocation médicale, d'abord, c'est-à-dire de soigner, c'est une drôle de façon de concevoir votre vie que de passer votre temps à soigner tout le monde. Vous avez probablement quelque chose à réparer. Vous avez peut-être des fantasmes mégalomaniaques d'être en effet quelqu'un qui maîtrise la santé et qui peut être un rempart contre la mort, mais vous avez aussi, et c'est pas mal, il y a des grands narcissiques, oui, les grands patrons sont des grands narcissiques. Ils se prennent vraiment pour Dieu dans leur service. Ils commandent à leurs collaborateurs, pas à leurs collègues. D'accord. Mais pour d'autres, peut-être dans d'autres histoires, vous avez des choses à réparer. À réparer en vous ou à réparer autour de vous. Et votre choix du soin, pour un métier qui est de plus en plus mal payé, où on travaille de plus en plus et où la reconnaissance est de moins en moins importante, votre choix du soin répond probablement à une motion inconsciente beaucoup plus qu'à quelque chose de conscient. Bon. Quand vous choisirez ophtalmo ou radio parce que ça rapporte plus, peut-être que vous pourrez vous dégager de vos motions inconscientes. Et encore, c'est pas anodin de passer son temps à regarder dans les yeux des autres. C'est pas anodin de passer son temps à choisir une vocation soignante et à regarder des radios, c'est-à-dire des films de plastique ou des ordinateurs et pas rencontrer de patients. C'est pas anodin d'être anesthésiste et de ne jamais pouvoir parler à aucun patient parce qu'il est intubé, etc., etc. Vous allez vous apercevoir après coup, ça se jouera au niveau de votre thèse de médecine, hein, quand vous aurez choisi votre sujet. Vous pensez l'avoir choisi par hasard et vous verrez qu'il est très en lien avec des interrogations profondes. Bref, vous êtes mu par ces interrogations profondes, ces motions inconscientes, et lorsque le patient arrive, vous allez réagir par des contre-attitudes du fait de votre contre-transfert. L'idée est la suivante, c'est qu'il faudrait que vous puissiez un peu maîtriser votre contre-transfert, ou du moins déjà en être conscient, pour que ça n'entraîne pas de dégâts vis-à-vis du patient. Primum non nocere, la première chose à faire, c'est de ne pas aggraver les symptômes du patient, et puis que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Comment appréhender son contre-transfert, c'est-à-dire un processus inconscient? C'est compliqué. Alors vous n'allez pas tous aller en analyse, vous n'allez pas tous faire une analyse introspective, une cure personnelle. Certains peut-être, pourquoi pas, certains ont déjà peut-être commencé, parce que ce n'est pas simple d'être médecin. Je fais une petite parenthèse, et vous me direz où j'ai commencé à faire la parenthèse, parce que je vais oublier. D'ailleurs, j'ai déjà oublié où j'ai fait la parenthèse, là. Je ne sais pas où j'en étais, là. Bon, enfin bref. La parenthèse, c'est la dernière. Nous avons fait la réunion avec les internes de psychiatrie, je parle de ma spécialité, et on a
bon, plus que d'habitude, des internes en psychiatrie qui vont pas bien. C'est-à-dire que mais ils vont pas bien, c'est pas parce qu'ils étaient malades avant, c'est que la confrontation lors des stages externes avec le patient se passe pas bien. Et c'est vrai aussi pour pour les internes en médecine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment préparé à rencontrer ce qui va vous arriver. C'est-à-dire, si vous n'en êtes pas tout à fait conscient, vous en êtes conscient bien sûr que la mort existe, que la finitude c'est quelque chose, que la procréation ça existe et qu'il peut y avoir des enfants après, donc vous pouvez avoir une postérité. Mais quand vous verrez un accouchement, vous allez en être encore plus conscient. Quand vous verrez votre premier mort, vous allez prendre un sacré coup derrière la tête. Quand vous serez responsable d'un patient qui va mourir, ça va entraîner un certain nombre de remue-ménage. Bon. Donc cette façon d'être confronté au réel, de ce qui était inconscient, il vaut mieux que vous en ayez une appréhension avant, quoi, pour que vous ne soyez pas trop perturbé. Je parle d'éviter d'être nocif vis-à-vis du malade, et pour éviter d'être nocif vis-à-vis du malade, il faut que vous soyez assez en sécurité, assez confortable, quoi. Alors comment on s'aperçoit de son contre-transfert? C'est comme dans la vie en général, hein, il faut avoir des copains. Ça tombe bien, l'internat, c'est un formidable compagnonnage. Les générations d'internes, les réunions d'internes, c'est formidable, ça. Et c'est très français, ça. Le compagnonnage avec les chefs de clinique, avec les seniors, c'est magnifique. On va vous accompagner et il va falloir aller solliciter les vieux pour qu'ils vous racontent, qu'ils vous expliquent un certain nombre de choses. Comment s'apercevoir de son contre-transfert, vu que c'est inconscient pour vous? C'est que c'est conscient pour les autres. Et oui, vous avez des copains, des copines, les vrais, hein, pas ceux qui vous disent que tout va bien, qui vous disent à un certain moment, écoute, là vraiment, tu déconnes, là. Là vraiment, c'est à chaque fois pareil, tu as la même réaction. Extrêmement émotive, tu pleures, tu t'en vas, ou extrêmement agressive, on ne sait pas pourquoi, tu te mets en colère, ça coupe, ou extrêmement peureuse, enfin extrêmement ce que vous voulez. Et là, vous êtes interloqué. Ou alors on vous dit quelque chose de plus complexe, et on vous dit, tu n'as pas vu ta gueule quand tu m'as dit ça? Non, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu que tu m'as blessé? Non, j'ai pas vu. Vraiment, c'est un ami, donc vous pouvez lui faire confiance. Non, j'ai pas vu que je t'ai blessé, que je t'ai humilié, et j'ai pas vu mon visage. Qu'est-ce qu'il avait mon visage? Tu avais les sourcils froncés, tu avais les dents en avant. On ne voit pas, c'est inconscient. Et si vous accordez un certain crédit de confiance à votre ami, vous en tenez compte. Et surtout, si vous n'êtes pas trop con, s'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième qui vous dit, tu as vu ta gueule, c'est la même, vous pouvez imaginer que ça vient de vous et pas d'eux, quoi. Sauf si vous êtes parano et que vous dites, c'est tout le monde qui pense que. Et là, vous êtes foutu déjà, vous êtes passé de l'autre côté. Bon, c'est-à-dire les synthèses avec les collègues, c'est-à-dire les réunions avec les amis, c'est-à-dire les staffs, bien sûr. C'est-à-dire la possibilité, et c'est formidable, de se rencontrer à, je ne sais pas moi, dans un staff, dans une synthèse,